Je donne la parole à Corinne. Alors, on est un petit peu rentré sur ton terrain, sur ton territoire. Mais oui, pas de la même manière, voilà, donc ça tombe bien. Je vais développer 5 points qui vont dessiner un mouvement justement de l'éthique à la justice. Alors le premier point, c'est l'idée de savoir s'il y a un rapport entre la perte de mémoire et la perte de la capacité à poser des valeurs. Est-ce que pour poser des valeurs, être un sujet pratique, il faut nécessairement être capable de penser sa vie comme un tout? Ce qu'on appelle l'identité narrative, qui est effectivement très utile quand il s'agit de tenir des promesses passées. Alors, pourquoi je pose cette question? Parce que l'enjeu est très important au niveau concret, au niveau pratique. Car on dit souvent que chez un malade d'Alzheimer, il faut, pour respecter ses choix, se référer à ce qu'il voulait dans le passé, à ce qu'il valorisait. Or, ce n'est pas évident du tout, puisque, comme vous le savez, dans cette maladie, certaines valeurs qui étaient au cœur de l'existence de la personne, comme la croyance religieuse, ont disparu. Je prends l'exemple de la croyance religieuse, car l'atteinte très hétérogène de la conscience, de l'identité, chez le malade d'Alzheimer, il semblerait, d'après des études qui ont été menées, que ce soit le moi social qui soit d'abord touché, donc l'ensemble des croyances, etc. Alors donc, ça veut dire que la personne n'a plus les mêmes croyances ou valeurs qu'auparavant. Alors comment prendre soin de cette personne en respectant au mieux ce qu'elle veut? Est-ce que c'est seulement en faisant appel à ce qu'elle était avant? Alors, une petite remarque, au début de la maladie, et c'est surtout dans ce premier point, le début, le stade intermédiaire de la maladie, il y a des atteintes de l'hippocampe, donc les souvenirs immédiats disparaissent, la personne ne sait pas trop ce qu'elle a fait la veille, mais elle se rappelle bien son enfance ou des événements qui ont eu lieu dans sa jeunesse. Donc la perte de la mémoire des événements récents l'empêche de transformer de nouvelles expériences en mémoire et rompt le lien entre passé, présent et avenir, ce qui donc déstabilise de plus en plus le sentiment de la durée de soi. Cependant, et c'est ce que je vais dire en m'appuyant sur une jeune, enfin plus si jeune que ça maintenant, une philosophe américaine qui s'appelle Jaworska, que Fabrice Dill cite, je crois, abondamment dans sa thèse, et il a raison, et moi aussi, Marie, je l'ai cité. Donc elle dit que justement la capacité à poser des valeurs ne requiert pas l'identité narrative. On peut poser des valeurs tout en ayant des troubles de mémoire importants. Alors pour cela, ça veut dire qu'il faut distinguer, dire ce qu'est une valeur. Et une valeur, c'est pas la même chose qu'un désir, une pulsion. Une valeur, il y a 3 critères, dit-elle. Premièrement, le sentiment que quelque chose est bien, au moins pour moi. Donc il y a une dimension d'engagement émotionnel, il y a un jugement axiologique qui est présent dans la valeur et qui ne l'est pas forcément dans le désir, comme chacun sait. Alors, un exemple, certaines personnes atteintes de troubles neurologiques n'ont pas cet engagement émotionnel, mais les malades d'Alzheimer, au moins au début, jusqu'au stade intermédiaire, manifestent cet engagement. Et on le voit, ceux qui ont vu le film là, avec Pasquale Maragall, c'est comme ça qu'il s'appelle, eh bien, on voit bien qu'au début, pour lui, c'est très important de s'engager dans des recherches thérapeutiques pour aider. Il y a cette dimension d'une valeur, pas seulement un désir. Le deuxième critère, j'ai déjà empiété dessus, c'est l'idée d'une estime de soi. Sentiment d'estime de soi qui est inhérent, constitutif de la valeur, qu'on n'est pas forcément dans le désir, et on vérifie cela dans l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, car même quand elles ne parlent pas, elles peuvent éprouver un sentiment de bien-être, de sentiment d'être bien, de se reconnaître, si je puis dire, avec certaines activités, ou au contraire un sentiment d'être agressé, à quoi elles réagissent par l'agressivité ou la prostration. Le troisième critère, c'est qu'une valeur persiste, même quand je ne la réalise pas, ce qui se manifeste dans le regret, qui est parfois exprimé au début de la maladie. On dit trop souvent que les malades d'Alzheimer sont anosognosiques, un mot maintenant très connu. Eh bien, c'est pas toujours si vrai que cela, et c'est, comme je disais tout à l'heure, l'atteinte de la conscience est non seulement partielle et différentielle, mais elle est aussi fluctuante, du moins au début. Alors, ceci étant dit, le malade d'Alzheimer a des valeurs au sens où tout n'est pas indifférent, mais certaines de ces valeurs ont disparu, parce que l'atteinte de l'identité est ainsi, hétérogène, le moi social, le moi corporel. Donc il faut être attentif à ce qu'il dit au présent. Il a aussi des désirs, mais certains de ces désirs peuvent être contradictoires. Par exemple, c'est un exemple très souvent utilisé, le fait qu'il n'ait plus envie de se laver. Les personnes âgées déjà ont une certaine réticence vis-à-vis de cela, mais chez les personnes d'Alzheimer, le fait d'être
laver parfois est ressenti comme une agression. Or, ça peut être important quand cette personne va voir ses petits-enfants, ce qu'elle éprouve et qu'elle manifeste comme procurant du bonheur. Donc là, peut-être l'accompagnant ou les soignants peut l'aider à hiérarchiser ses désirs. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne peut pas affirmer tout simplement qu'avec une personne souffrant de la maladie d'Alzheimer, la seule solution est, parce qu'elle a perdu la mémoire, ce qui est vrai, de décider systématiquement à sa place ou de se référer à ce qu'elle aimait avant. Ce qu'on appelle donc l'identité narrative n'est pas constitutive, n'est pas la condition sine qua non pour être un sujet moral, ce qui est quand même très important. Autre petite remarque dans ce point, j'ai dit que l'atteinte de la conscience était partielle et différentielle, ce qui veut dire que c'est surtout l'interaction entre les parties du cerveau qui joue. Il y a une désorganisation de la coordination entre les systèmes constitués par l'interconnexion entre les parties cérébrales. Et le cerveau est un embrasement, comme disait une fois un médecin dont j'ai oublié le nom, je me rappelle bien cette phrase que je trouve très juste. Donc la conscience par les soignants de ce qui est affecté peut déterminer l'approche thérapeutique et l'accompagnement pour que ces derniers soient efficaces et adaptés. Alors ce que j'ai dit là a des conséquences importantes au niveau des qualités morales ou dispositions requises de la part des soignants aidants pour accompagner ces personnes, c'est-à-dire, et c'est une définition de l'accompagnement, pour aller la chercher là où elle est, et non pas là où on pense qu'elle devrait être. Donc là, l'attention, l'écoute de ce qu'elle dit au présent. L'accent porte ici sur la qualité de la vie présente. Mon deuxième point reprend une notion qui a déjà été évoquée, et je compléterai ce qui a été dit, puisque je suis d'accord avec ce qui a été dit avant, c'est que la question de l'autonomie. Le malade d'Alzheimer pose des valeurs, il a donc l'autonomie, parce que l'autonomie désigne deux capacités. La première, et Jaworska le disait également, et surtout, la première capacité que désigne l'autonomie, c'est la capacité à poser des valeurs. La deuxième, qui elle est affectée par l'ensemble des déficits et handicaps, des déficits cognitifs, c'est la capacité à traduire dans les actes les valeurs, peut-être aussi à les exprimer auprès des autres pour se faire comprendre. Le malade d'Alzheimer, il a des valeurs, c'est un cœur palpitant, comme dit Catherine Olivet, mais le malade d'Alzheimer, ça c'est moi qui le dis, il ne sait pas trouver le chemin auprès des autres et dans le monde pour incarner ses idéaux et faire ce qu'il veut. Ce qui passe par la maîtrise de la langue et par la capacité à s'orienter. Et je file la métaphore en parlant du chemin, car le malade d'Alzheimer, c'est un sujet pratique désorienté. C'est-à-dire que il a perdu ses repères, non pas parce qu'il ne sait plus ce qu'il était avant, mais parce qu'il ne sait pas s'il faut aller à droite, à gauche, si la cuillère qu'il tient sert à manger ou à se brosser les dents. Donc ça veut dire que le malade Alzheimer, il faut soutenir son autonomie, au sens de la deuxième capacité. Le malade d'Alzheimer, en fait, c'est un sujet pratique, mais il n'a pas la prudence au sens où l'entend Aristote, c'est-à-dire cette vertu intellectuelle qui sert à choisir les moyens les plus adaptés pour arriver à une fin désigné d'avance. La fin, c'est lui qui l'a. Ça veut dire qu'il faut être son phronimos, il faut que l'aidant, l'accompagnant, lui donne, lui montre, lui trouve, avec lui évidemment, ce chemin pour l'accompagner. Le mot accompagner est très beau, il a une richesse dont on ne soupçonne pas au premier abord. Donc il faut lui tendre la main pour qu'il s'oriente. Et pour ça, on ne doit non pas le pousser ou le traîner, mais le prendre par la main. Et comment faire cela? Comment aider un malade d'Alzheimer à traduire sa volonté dans les actes? Comment soutenir son autonomie? Et vous voyez qu'en disant cela, je court-circuite l'opposition binaire, et bien bête, comme souvent les oppositions binaires, entre le principe d'autonomie d'un côté et le principe de bienfaisance, opposition binaire qui se traduit par l'idée de paternalisme. Je crois qu'ici, quand on parle de l'accompagnement des personnes d'Alzheimer, il faut sortir de ces oppositions binaires, donc enrichir la notion d'autonomie, qui souvent est très étroite, ce qui a des conséquences d'ailleurs dans le reste de la vie, et aussi penser la morale, la responsabilité envers l'autre d'une autre manière que comme si c'était l'application pure et simple de principe. Et c'est mon troisième point. Quelles sont les dispositions éthiques ou qualités morales à acquérir quand on est un soignant ou un aidant, quand on accompagne une personne qui souffre, comme on dit, de déficit? Alors la première chose à dire, et là je vais reprendre les 4 étapes du CARE développées par Tronto pour ensuite montrer peut-être quelques limites aussi du CARE. Alors la première étape qui renvoie à l'expression, à la première occurrence du mot en anglais caring about, prendre soin
se soucier de quelqu'un, c'est l'idée, il faut, dit Tronto, dans le care qui est à prendre soin, un soin, mais qui est en fait une forme de la rationalité pratique, avec l'idée que c'est une approche contextuelle, narrative, une attention à la personne singulière, eh bien justement la compétence ou qualité morale la plus importante pour cette première étape du soin qui consiste à déchiffrer la volonté de la personne, à identifier ses besoins propres, eh bien c'est l'attention. Et Tronto a la bonne idée de citer Simone Weil, qui, dans La pesanteur et la grâce, définit l'attention par le fait de faire le vide en soi, donc avec l'idée que, justement, on ne s'arroge pas le droit de définir, à la place de l'autre, les besoins de ce dernier. Et parler aussi d'attention comme l'idée qu'il faut faire le vide, d'abord, c'est aussi suggérer qu'il n'y a pas de souci de l'autre, de soin de l'autre, sans un souci de soi. Et peut-être faut-il aussi, dans cet accompagnement difficile pour les proches et les soignants, où est-ce qu'ils peuvent faire ou pas. Et là, j'en viens à du care, taking care of, c'est-à-dire donc cette idée que Fabrice a soulignée, cette prise en charge, cette deuxième phase du care qui pointe le caractère concret, pragmatique, avec l'idée de chercher dans la société, dans le monde, dans les institutions, ce qui peut aider la personne à ce qui peut l'aider, tout simplement. Donc il y a l'idée aussi d'un partenariat entre les familles et les institutions. Ce qui est à chaque fois important, c'est que cette réponse sollicite l'imagination et l'empathie autant que la raison. C'est ça la nouveauté de la démarche du care. Alors les deux dernières phases du care sont caregiving, donc donner le soin, qui fait référence au geste sûr, à la compétence des soignants, donc à la formation des soignants. On pourra peut-être s'interroger sur ce qui est fait pour la formation des soignants et en quel sens les sciences humaines peuvent participer ou ne participent pas assez en France. Et puis le receiving, la dernière phase du care qui est très intéressante car elle souligne le fait qu'il faut vérifier que ce soin a été reçu, c'est-à-dire que la personne, malgré ses déficits, si je puis dire, n'est pas enfermée dans le soin, elle n'est pas seulement passive. Alors quand elle ne parle pas, comment dire cela, eh bien on peut, je crois qu'on peut... On peut dire que même quand on ne parle pas, la personne dit quelque chose. Et là, je fais référence à mon auteur favori, mon auteur fétiche, mais c'est comme ça, à Lévinas qui distingue le dire et le dit. Le dire est un s'offrir. On peut avoir un dire même quand on ne parle pas. Et pour les malades d'Alzheimer, eh bien, souvent dit apathique, apraxique, etc., eh bien, le corps, beaucoup de choses passent par le corps. Le corps comme chair, comme live, pas seulement comme Körper, comme le corps de quelqu'un. Hein, et le corps que je suis. Alors j'ai parlé d'imagination, de l'empathie, je voudrais aussi faire référence au bon sens des soignants aidants. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, disait Descartes, mais j'ajouterais qu'il est rare que dans l'organisation du travail, on le laisse s'exprimer. Or, il n'y a pas de bon travail, de bons soins, si les enseignants, si les soignants ne sont pas bons. Alors ça, je dis ça, ça a l'air d'une banalité, en fait c'est Aristote qui définit la prudence par la manière dont agirait l'homme prudent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans le ciel des idées un principe, mais c'est par manière d'être. Eh bien, et ça veut dire que ce n'est pas par l'application de principes, et encore moins de normes venues d'en haut, comme par exemple pour faire une bonne toilette 6 minutes par personne, s'il vous plaît. Eh bien, ça veut dire que plutôt, il faut organiser le soin de telle sorte que les soignants le prodiguent et qu'ils aient confiance en leur propre capacité à trouver la bonne réponse. Et c'est d'autant plus important que quand j'ai dit tout à l'heure que l'autonomie d'un malade d'Alzheimer n'était pas la compétence juridique, puisqu'elle avait cette double capacité, en tout cas qu'il fallait la penser au-delà de la compétence juridique, eh bien je voulais dire que le soignant ou l'aidant doit donc déchiffrer la volonté de la personne et ensuite lui proposer des activités susceptibles de lui correspondre, ce qui suppose une prise de risque, certes mesurée. Et là j'en viens à l'idée que peut-être le care ne suffit pas, car il y a dans l'accompagnement et le soin de ces personnes une réflexion sur la vigilance en raison de la dangerosité qu'elle représente pour elle-même et pour les autres. Donc là, il y a les nécessités d'intervention. Donc on voit bien qu'il faut beaucoup de, justement, une capacité à vraiment déterminer quelle est la bonne action en situation vraiment d'incertitude. Et là, le livre 2 de l'éthique anicomate d'Aristote trouve vraiment une application, si je puis dire. Une autre raison pour laquelle le care ne suffit pas, et ça sera mes derniers points, c'est qu'il ne me semble pas à même d'opérer le passage de l'éthique à la justice. Qu'est-ce que la solidarité envers les personnes démentes et comment faire en sorte qu'elles ne soient pas, en raison de leur handicap, de leurs déficits, qui sont mesurables, et bien qu'elles ne soient pas considérées comme des personnes de seconde classe,
que nous acceptons de prendre en charge tant qu'il y a un peu d'argent, et puis parce que nous sommes charitables, mais que nous continuons à considérer comme des fardeaux. Donc au-delà du double discours qui peut s'accompagner de l'éloge, de la sollicitude, voire d'une politique du Caire, on peut aborder quels outils intellectuels avons-nous pour penser la justice envers une personne qui ne deviendra pas chef d'État, si elle ne parle pas, etc. Bon, en tout cas, ne participera pas, ne deviendra pas maire, etc. Alors là, je voudrais faire référence, ce sera mon dernier point, donc, aux capabilités. Vous savez, ce capability, cette approche développée d'abord par Amartya Sen et ensuite par Martha Nussbaum, philosophe américaine très intéressante. Les capabilités, c'est quoi? Ce sont des combinaisons d'états, comme le fait d'avoir l'intégrité de son corps, d'avoir la santé, mais aussi d'action, comme le fait d'exercer son imagination, d'avoir une vie sociale, d'avoir une interaction avec les autres espèces, de participer à la vie politique. Donc une combinaison d'états et d'actions plus ou moins complexes. Plus précisément, et ça c'est plutôt Martha Nussbaum que Sen, ce sont des dimensions de la vie qui sont centrales au bonheur, l'épanouissement, et elle reprend cette idée d'épanouissement, de flourish, non pas à l'idéal d'épanouissement des gens qui veulent s'éclater, non, à Aristote, et par Aristote aussi à Marx. Car il y a des dimensions sans lesquelles on survit mais on n'existe pas. Elle reprend à Marx, dans les manuscrits de 44, cette idée très profonde, que l'on retrouve également chez Lévinas, qu'un homme qui est dans la misère se nourrit, mais ne se nourrit pas de manière humaine. Et Lévinas ajoutera, parce que quand on vit des nourritures, des choses, il ne s'agit pas seulement d'en vivre par rapport à des besoins, pensez à l'aune de la privation, mais par rapport à la catégorie de jouissance. On en vit d'eux. Et ce n'est pas seulement un carburant. Donc l'idée d'existence, de droit au bonheur. Et ça ne veut pas dire cela, disant cela, que l'État devrait garantir le bonheur des individus. Mais il y a plus dans l'approche des capabilités que l'idée de garantir les droits permettant à chacun de vivre comme il désire, ce qu'on appelle les droits formels, puis les droits réels, les conditions économiques. L'approche des capabilités, c'est une nouvelle interprétation des droits de l'homme, car c'est une réflexion sur ce que les hommes peuvent faire à un moment précis et être. Or, il y a des conditions liées au handicap, à la précarité sociale, au déficit cognitif. Eh bien, il y a des conditions, des situations qui font que les individus ne peuvent plus jouir de leurs droits, ne peuvent pas utiliser les droits qu'on leur donne ou les biens qu'on leur donne, l'argent par exemple, ou droit à l'éducation, ils ne peuvent pas l'utiliser. Donc ces droits ne sont que sur le papier. Donc la réelle approche des capabilités permet en amont de réfléchir à ce qui empêche une personne d'exercer son lien social, son droit à l'intégrité de son corps, le rapport aux autres, etc. De convertir ce qui peut empêcher une personne de convertir les biens premiers en capacité à fonctionner, et là je cite Sen. Donc ça veut dire que l'effort public et aussi la réflexion sur la manière dont on organise l'espace dans les maisons de retraite ou dans les institutions ne va pas porter sur l'égalité des réalisations. On ne demandera pas à une personne Alzheimer d'être dans leur étoile, mais on ne va pas le priver de l'accès à l'exercice de sa capacité sur l'imagination, car le priver de cela, ce n'est pas un malheur personnel, mais une injustice. Donc cette approche est très intéressante, non seulement pour éviter la discrimination et la stigmatisation, c'est-à-dire le fait de nommer quelqu'un par ses déficits, et là aussi, mais c'est aussi important pour passer à la justice. Juste un mot, j'ai employé l'expression de situation de dépendance plutôt que de dépendance, précisément pour décrocher, si je puis dire, la personne n'est pas sa dépendance, mais elle est dans une situation de dépendance qui justement bloque l'accès, l'empêche d'utiliser, d'exercer ses capacités. Alors, il y a une dernière notion qui est sous-jacente à cette réflexion-là, c'est l'idée de la dignité. La dignité qui n'est ici pensée n'est pas relative à la possession de capacités cognitives, et il y a l'idée ici de rompre avec la facture métaphysique, au sens classique du terme, d'une pensée qui définit l'humanité de l'homme en fonction de certains critères d'appartenance, les mains, la raison, le langage articulé, et quand on ne l'aurait pas, on basculerait du côté d'une humanité. Donc, les dignités de l'autre est irréductible à ce que j'en vois où on sait, et en même temps, la dignité de l'autre, je m'en porte garante. Et c'est ce paradoxe-là, d'une dignité à la fois qui n'est pas réductible à ce que j'en vois, mais que je confirme, surtout quand la personne a des conditions de vie telles qui fait qu'elle a du mal à trouver l'estime de soi, qui est très importante. Oserais-je conclure? Alors, donc justement... Comment? Pause. Voilà. Alors, donc moi, j'ai pas eu le temps de parler de la vulnérabilité, mais je voulais simplement dire que, justement, la vulnérabilité a deux faces. Ce n'est pas la fragilité, comme l'a bien dit Fabrice Xil, ce n'est pas non plus seulement les personnes
vulnérable au sens juridique du terme, mais la vulnérabilité, il faut construire le concept un peu dur de cette notion, c'est aussi le fait de s'appuyer sur les capacités restantes, voire sur les promesses de vie demeurées intactes de la personne, en ayant dans l'accompagnement à la fois une réflexion sur les facteurs vulnérants et donc sur ce qui aide, et aussi en s'appuyant sur cela. Et en même temps, et ce sera mon dernier point, la maladie d'Alzheimer, notamment à la fin, on ne peut pas déglutir, la personne crie, il y a des désinhibitions, hein. Les personnes disparaissent, les proches, on regarde l'autre, il y a ces changements d'humeur, il y a une extrême, et puis après tout, nous vivons de telle manière que nous célébrons le logos, enfin moi en tout cas. Donc dire quand même que la maladie d'Alzheimer, c'est pas rien, c'est une atteinte extrêmement profonde. Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre des malades d'Alzheimer? Bien moi je dirais 3 choses. Non, mais il faut vraiment conclure. Ah oui, d'accord. Alors justement, eh bien, alors 2 choses. Que ça concerne les fondements du politique, c'est-à-dire qu'on a tendance à penser l'image de la socialité comme liée justement à la réciprocité, voire à une réciprocité ultérieure. Donc je crois que justement ce qui est intéressant ici, c'est de mettre l'asymétrie au cœur du contrat social. La deuxième chose, c'est que justement, compte tenu de l'extrémité, de la radicalité de cette maladie, on peut dire que ce que peut apprendre de la maladie d'Alzheimer, c'est le privilège, le privilège du présent, l'importance, la relativité de toute valeur, peut-être sauf la qualité de la vie présente dans sa dimension charnelle et esthétique. Je vous remercie.